Le conflit russo-ukrainien s'est montré comme véritablement le tournant décisif de nouvelle carte géopolitique mondiale qui doit se dessiner. La preuve, c'est que les États-Unis, avec la nouvelle administration, dès lors que cette administration est venue, elle a pensé à revoir les choses autrement à travers notamment un besoin d'intérêt et comment davantage se positionner. Je parle ici des convergences de vues avec la Russie, notamment les deux chefs d'État, Donald Trump et Vladimir Poutine. Cependant, il y a un acteur qui a toujours été l'élément incitateur de ce conflit, du moins de la partie ukrainienne, s'appuyant sur les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une position d'écart. Ils ne prennent plus part à l'initiative. D'ailleurs, même l'aide américaine en ce qui concerne les équipements militaires a été suspendue par l'administration Trump, donnant la possibilité à l'Ukraine de rester un peu comme une sorte d'orphelin. Mais l'Europe ne capitule pas. Est-ce qu'au niveau, là où nous sommes aujourd'hui, la gesticulation, peut-être on pourrait l'appeler ainsi, de l'Europe peut réellement faire quelque chose? Toutes ces différentes montées et descentes que nous voyons, ces rencontres, à quoi est-ce qu'elles servent? Chez Lawson. Il me semble que la question que vous posez, c'est une question qui a plusieurs dimensions. Mais qui mérite quand même d'apporter un certain nombre de grilles de lecture. D'abord, l'Europe ne capitule pas. On peut, quand on analyse les facteurs en présence sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan des rapports de force militaires, et également sur le plan du fait que les États-Unis, qui constituent le moteur automatogène de cette machine, n'est-ce pas, impérialiste guerrière en Europe, on se pose, il est tout à fait évident qu'on se pose des questions sur le comportement qu'on pourrait appeler de puéril de l'Europe, les gesticulations, comme vous l'avez dit, de Trump. Alors, pour comprendre cela, je voudrais quand même creuser un peu plus ou pousser la réflexion un peu loin pour aller chercher la réponse dans ce que j'appelle l'inconscient ou encore le subconscient de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, est en train de démontrer, et donc sur le plan psychologique, une forme de narcissisme collectif. Ce narcissisme qui, en fait, cette vision où l'Europe se perçoit comme intrinsèquement supérieure aux autres races. Cela repose sur des croyances biaisées, sur des stéréotypes et sur une construction identitaire qui exclut quelque part la raison. Et cela, c'est le résultat d'une approche de violence, d'une approche de prédation, d'une approche de guerre et qui a amené justement au nom de ce sentiment de supériorité, n'est-ce pas, à aller à génocider d'autres peuples, à créer de toutes pièces l'esclavage, à créer la colonisation et la néocolonisation. Donc ce sentiment de supériorité, Bockel l'exprime très bien dans son bouquin quand il parle de jardin et que les autres constituent justement la forêt, les zones sauvages où l'Europe se donne ce rôle civilisationniste. Donc aujourd'hui, cette Europe-là ne peut pas comprendre qu'elle n'est plus en position de surplomb, en position de domination. Et donc c'est très difficile dans cette posture d'accepter la réalité. Et ils sont un peu comme quelqu'un qui souffre de narcissisme, quelqu'un qui se projette, n'est-ce pas, dans ses lubies, dans ses fantasmes, et croit toujours que le rapport de force, les 600 ans de domination du monde, et que cela est toujours à sa disposition. C'est ça, l'Europe se réveille brutalement un sommeil éveillé où il découvre que les rapports de force ne sont plus à sa disposition. Au lieu de faire prévaloir la raison, c'est l'émotion, c'est le refus de la réalité. C'est, en tout cas psychologiquement,
C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, cette dissonance cognitive des dirigeants européens. Et quand vous l'identifiez très bien, vous verrez les Anglais qui ne l'acceptent pas, les Anglais qui ont cette, vous voyez, cette posture d'avoir dominé le monde, d'avoir, n'est-ce pas, divisé le monde, d'avoir ce sentiment de suprématie, d'être le porteur, n'est-ce pas, du feu civilisationnel. Donc aujourd'hui, les rapports de force sont en train de changer, il ne peut pas l'accepter. Sinon, comment comprendre que la Russie, on a l'impression que cette Europe est amnésique des réalités rationnelles, parce que quand on convoque la rationalité, d'abord sur le plan historique, eh bien, tout à fait, on est hébété, on est estomaqué, on est éberlué devant cette manque de rationalité. D'abord, Kiev fut la capitale de la Russie. L'Empire russe avait comme capitale Kiev. C'est quoi le problème aujourd'hui pour l'Europe de ne pas comprendre que c'est entre des frères slaves? Alors, où est la menace existentielle de l'Europe par rapport à la question ukrainienne? Si on va sur le plan géographique, mais la Russie, c'est un pays qui part de l'Oural jusqu'au océan Pacifique, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Et la Russie ne va pas, n'est-ce pas, se déplacer. La Russie reste un pays puissant, un pays européen. Donc, quand l'Europe est en train de gesticuler aujourd'hui, jusqu'à ce que Macron va identifier la Russie comme une menace, on se demande si ces gens-là marchent sur leur tête ou ils sont en train de convoquer des rationalités tout à fait raisonnantes. Il y a tout à fait raison de se poser cette question. L'Europe se prend dans une forme de surestimation, du surmoi, à telle enseigne qu'il y a des raisons de se poser des questions sur le mental de ces dirigeants. Puisque l'Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été laminée. La Grande-Bretagne, la France, tous les pays européens, justement, à la base de ce sentiment de supériorité de la race aryenne qu'a porté le nationalisme allemand, de pouvoir hiérarchiser les races et de pouvoir dominer. C'est ça qui a amené la guerre en Europe. Mais cette Europe a été libérée par qui? Justement par les Russes. Ils ont oublié que les Russes ont perdu 1 million de soldats pour pouvoir vaincre le Reich et puis libérer la France. Les États-Unis également qui sont rentrés tardivement dans la guerre, mais à qui la guerre a profité. Depuis, l'Europe a perdu sa souveraineté. L'Europe a été vassalisée, non seulement sur le plan militaire avec la protection qu'a offert les États-Unis avec l'OTAN pour protéger l'Europe, mais également sur le plan économique avec le plan Marshall qui a reconstruit l'Europe. Et donc, l'Europe a une dette vis-à-vis des Américains. Et cette guerre d'Ukraine a encore prouvé comment l'Europe est dépendante militairement, économiquement, de sa capacité de production militaire pour soutenir une longue guerre. Et donc, quand vous menez tous ces éléments ensemble sur le plan donc historique, sur le plan de la géographie, sur le plan aussi des rapports de force militaires, vous ne comprenez pas justement que ces dirigeants européens, notamment Macron, s'enferment dans une bulle complètement avec un angle mort et qui sont en train d'entraîner l'Europe dans une forme de lubie, de folie guerrière qui est en dehors de toute rationalité. Alors ce narcissisme, ce refus, c'est dans ce sentiment d'être supérieur, que c'est eux qui doivent dominer le monde et personne d'autre, eh bien il faudrait qu'ils se ramènent à la réalité, que les rapports de force, malheureusement en train de changer, la géopolitique se redessine, et de ce point de vue, ils doivent d'une certaine manière comprendre cette approche et se ramener à la réalité concrète, comme quoi ils ne sont pas la race aryenne. Il n'y a pas de race aryenne, il n'y a qu'une race humaine et personne ne peut, au nom de ses propres intérêts, dominer les autres. Et quand ça vous arrive, eh bien, c'est la roue de l'histoire qui tourne, c'est le retour du boomerang. Et quelque part, eh bien, l'Europe, hier qui a dominé, va être vassalisée et va pouvoir se remettre en question, se repositionner ou s'inscrire dans un cadre plus ou moins équitable de respect des populations, de leurs intérêts et notamment justement de l'Afrique. C'est une occasion, une ornière pour l'Afrique de sortir également de cette vassalité dans laquelle l'Europe l'a maintenue depuis plus de 600 ans.
Merci à vous, chez Lou Leson. Docteur Sango, quand on regarde vraiment la situation, vos analyses que vous apportez, vos éclairages et d'autres interrogations, est-ce que l'Europe n'avait pas envisagé la tournure actuelle des choses? Je veux dire, a-t-elle été prise à contre-pied? Je pense que lorsqu'on voit les gesticulations de l'Europe et ses différentes diffractations face à cette crise russo-ukrainienne, ça amène à poser la question fondamentale suivante. Est-ce que cette Europe peut tenir en cas d'attaque contre la Russie sans les États-Unis? C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire comme analyse et tout ce que l'Europe fait là comme gesticulation, en faisant les analyses stratégiques et géopolitiques, c'est la question à laquelle il faut essayer de répondre. Alors, lorsqu'on essaie d'apporter des esquisses réponsitionnelles à cette question, à travers les analyses, on comprend bel et bien que d'un point de vue du rapport de force, l'Europe est plutôt en train de faire la gesticulation de surface. Parce que quoi? Parce qu'on voit bel et bien que cette Europe-là n'a pas suffisamment les capacités autonomes, efficaces, capables de mener la guerre telle qu'elle le veut. Parce que l'objectif de l'Europe, c'est quoi? L'objectif de l'Europe, c'est que le statut, n'est-ce pas, post-guerre froide ne soit pas respecté. C'est que la Russie et l'Ukraine soient deux États indépendants. C'est-à-dire de telle sorte que l'Ukraine soit libre d'exercer sa souveraineté sur le plan international, indépendamment des accords post-guerre froide qui avaient été signés en 1990-1991. C'est ça l'objectif de l'Europe. Et lorsque vous voyez l'Europe tenir à cette guerre, c'est justement parce qu'elle ne voudrait pas que ce contexte des accords qui avaient été signés en 1990-91 ne soit pas respecté. Donc dire qu'elle a été prise peut-être en contre-pied, on peut dire oui parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que leur allié important américain puisse, n'est-ce pas, la lâcher. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faut aussi dire que la témérité de l'Europe dans cette situation et dans cette guerre, c'est justement parce qu'elle avait son allié, son bras séculier, qu'on appelle les États-Unis. À l'époque, bon, porté par Joe Biden, qui voyait les choses de la même manière que l'Union européenne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de continuer dans cette gesticulation de surface parce qu'elle n'aboutira à rien et elle ne permettrait pas à ce que l'Europe atteigne son objectif, il faut plutôt prendre conscience et travailler pour revenir à la respectabilité des accords post-guerre froide. C'est ce que Vladimir Poutine est en train de demander depuis. Et vous allez vous rendre compte que même sur la table de la négociation, c'est l'élément qu'il va mettre sur la table. Parce qu'il a toujours dit, il n'a de cesse, n'est-ce pas, de dire qu'il accepte tout pour l'Ukraine, sauf l'intégration de l'Ukraine au sein de l'alliance otanienne. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui avait été signé en 90-91. Il a été interdit aux États satellitaires qui formèrent l'ex-URSS de se rapprocher militairement et stratégiquement de l'Europe à travers leur outil militaire qu'on appelle l'OTAN, qui reste, du point de vue historique et géostratégique, l'une des causes de l'insécurité internationale. Je vous ai toujours rappelé ça ici. Parce que l'OTAN est un outil militaire qui a été créé à l'époque de la guerre froide pour combattre l'ex-URSS, qui avait son outil aussi qu'on appelait le pacte de Varsovie. C'est-à-dire, l'objectif de cet outil, c'était pour la guerre froide. La guerre froide s'étant terminée, il était question que pour des raisons de création et d'instauration de la paix dans une dynamique de temps long, que ces instruments militaires se dissolvent. On a vu comment on a dissous le pacte de Varsovie et du côté de l'ex-URSS. Mais il était question que l'OTAN aussi disparaisse. Mais jusqu'aujourd'hui, l'OTAN continue, n'est-ce pas, à survivre et à jouer des rôles qui ne sont pas aussi bons pour la paix internationale. C'est ça le problème. Donc en réalité, on ne peut pas chercher la paix et la sécurité internationale sur le plan international si on ne cherche pas
à respecter l'histoire. On ne cherche pas à voir les actions qui annihilent cette paix-là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc moi, je pense que pour revenir à la paix, pour construire la paix aujourd'hui sur le plan européen et même international, parce que l'OTAN n'est pas seulement réduit au niveau européen dans ces transactions, on voit comment il intervient partout. Il sert d'outil d'intervention dans toutes les zones d'influence en dehors même de l'Europe. En Afghanistan, en Afrique, combien de chefs d'État, combien d'interventions militaires se sont effectuées en Afrique à travers l'OTAN? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on cherche la paix et la sécurité internationale telle que le brandit l'Organisation des Nations Unies dans son article 3, il est important de revoir, n'est-ce pas, l'histoire et de comprendre que l'OTAN n'a plus sa raison d'être. Or, vous voyez que l'Europe n'est pas dans cette dynamique. L'Europe est plutôt dans une dynamique, n'est-ce pas, d'absorption. L'Europe est dans une dynamique, n'est-ce pas, d'émiettement et de disparition de la Russie en termes de puissance sur le plan international. Donc l'Europe n'arrive pas à accepter que, malgré que l'URSS ait disparu, que la guerre froide soit terminée. Donc dans les troncs cérébraux des dirigeants européens, c'est que même comme l'ex-URSS a éclaté, la Russie reste encore l'héritière ou la représentante légitime qui peut rejouer le même rôle que jouait l'ex-URSS. C'est pour cela que cette Europe-là ne veut pas capituler. Donc pour que l'Europe soit tranquille aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, démanteler la puissance russe. Et vous voyez donc que la Russie n'est pas prête à accepter et à se laisser faire. La Russie, ayant compris les mauvaises intentions de l'Europe, travaille aussi du point de vue géopolitique et géostratégique sur le plan international dans le sens de consolider sa puissance. Et il ne faut pas être naïf aujourd'hui. La politique étrangère de Vladimir Poutine sur le plan international, c'est de consolider la puissance russe, voire même travailler pour la reconstitution de l'ex-URSS. Du moins, respecter ces accords qui avaient été signés en 1990-1991. C'est-à-dire, ces États qui formèrent l'ex-URSS doivent rester, certes, souverains, mais ne doivent pas basculer dans le camp, n'est-ce pas, de l'autre, dans le camp de l'Ouest. C'est de ça qu'il est question. Donc, en réalité, tout ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan international à travers cette guerre-là, c'est justement parce que les acteurs internationaux ne veulent pas être sincères, ne veulent pas respecter l'histoire, ne veulent pas respecter les accords et les traités, voire les conventions au niveau international. C'est de ça qu'il est question. Donc, en réalité, l'Europe aujourd'hui est victime de ses propres turpitudes. Je le dirai toujours. Hein. Je ne cesserai jamais de le dire. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de lui échapper maintenant. Elle a pensé cette guerre-là en croyant que l'alliance avec son partenaire américain était une alliance éternelle. Or, elle a oublié que sur le plan international, les États n'ont pas d'amis éternels, encore moins d'ennemis éternels. Ce qui caractérise les États sur le plan international, c'est les intérêts. Et ces intérêts n'étant jamais statiques, il arrive que les alliances et les accords se font et se défont en fonction des circonstances. Et c'est ce qui est donc en train d'arriver à l'Europe aujourd'hui. Il se trouve donc que l'intérêt américain n'est plus dans le sens de continuer, n'est-ce pas, dans cette guerre. L'intérêt américain n'est plus dans le sens de faire fonctionner l'OTAN, tel que je viens de vous expliquer là maintenant. Pour Donald Trump et certains de ses turiféraires, l'OTAN est un instrument dépassé. Ou du moins, cette OTAN peut fonctionner sans l'appui des États-Unis parce qu'ils ne voient pas ce que les retombées de cet outil militaire remportent aux États-Unis. Ça, c'est la position de Trump. Or, en intégrant cette position et en la dépassant, on arrive à comprendre qu'il est important de la démanteler pour créer la paix et la sécurité sur le plan global. Parce qu'on voit que les zones d'influence et de crise aujourd'hui dans le monde se maintiennent beaucoup plus à cause de cet instrument militaire. Lorsqu'on dit que l'OTAN est quelque part,
C'est-à-dire, c'est de la peur, parce qu'on n'arrive pas à avoir un rapport de force aussi équilibré qui peut faire face à cet outil militaire, en dehors de certaines puissances telles que la Russie, telles que la Chine, qui peuvent y faire face sans toutefois avoir besoin des accords et des conventions sur le plan international. Donc, en tant qu'internationaliste, voilà l'œil, n'est-ce pas, avec l'œil sur lequel il faut voir cette crise-là. L'Europe, aujourd'hui, est dans une situation, n'est-ce pas, d'inconfortabilité. Elle est dans une situation où elle a pensé que les accords avec ses alliés seraient des accords éternels, resteraient des accords éternels. Voilà donc un allié important qui vient de la lâcher. Et puisque c'est un allié qui était, n'est-ce pas, efficace dans sa position, n'est-ce pas, de déstabilisation, d'agression et d'envahissement sur le plan international, voilà qu'elle ne peut plus résister. Donc, ce qu'elle est en train de faire là en Europe aujourd'hui, ces associations, ces réunions qu'elle est en train de multiplier aujourd'hui sur le plan européen, nous sommes tous d'avis que ces réunions n'accoucheront rien sur le plan stratégique. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe cherche les moyens, l'Europe cherche la puissance, l'Europe cherche les militaires, des personnes pour mener cette guerre sur le terrain. Où est-ce qu'elle prendra ces moyens-là? Avec le contexte économique que nous traversons aujourd'hui, et vous savez que cette Europe-là, qui a majoritairement pensé son système économique en colonisant certaines entités sur le plan international et sur le plan africain, est aujourd'hui en difficulté parce que ces ex-colonies historiques sont en train de se déconnecter économiquement de cette situation-là. Conséquence des faits, sur le plan économique, l'Europe suffoque. L'Europe ne respire pas. L'Europe est aujourd'hui en difficulté. Et lorsqu'elle se réunit aujourd'hui pour chercher les moyens, les enjeux de continuer cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle pourra trouver ces moyens-là? La réponse, c'est non, lorsqu'on sait comment fonctionne la géopolitique au niveau international. Donc, en réalité, l'Europe, aujourd'hui, est en quelque sorte comme cet enfant qui a commencé à marcher et qui a marché et qui a oublié qu'à un certain moment donné, elle peut se casser le pied. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, moi, je pense que on doit chercher aujourd'hui à construire la paix et la sécurité internationale de manière normale et de manière, n'est-ce pas, honnête. C'est de ça qu'il est question. Et construire la paix et la sécurité internationale nécessite aussi, pour les États, de respecter les accords et les conventions sur le plan international. De ne pas chercher à s'y mixer dans les affaires internes des autres États. De ne pas chercher, n'est-ce pas, à agresser d'autres États à travers des États interposés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On voit que l'objectif de l'Europe, c'est de tuer la Russie. Or, n'ayant pas les capacités d'aller frontalement, qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? Elle veut utiliser le parlementarisme de couloir à travers l'Ukraine pour fragiliser et atteindre la Russie. Or, c'est ce que la Russie a vu de loin et a décidé de dire non. Donc, aujourd'hui, on voit que l'Europe, du point de vue des rapports de force, ne peut rien faire à la Russie. Pire encore, dans un contexte où son allié important, qui faisait encore sa force, vient de la lâcher. Donc, cette façon de faire devrait catalyser l'Europe à comprendre qu'il est important de capituler et de penser la négociation à l'effet de revenir au respect des accords post-guerre froide. Si l'Europe décide de revenir à ces accords-là en renonçant, n'est-ce pas, au processus d'intégration de l'Union européenne, de l'Ukraine au sein de l'OTAN, vous allez voir que directement, Vladimir Poutine va arrêter, n'est-ce pas, cette guerre-là, va arrêter ses combats sur le terrain. Et il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine, lorsque cette guerre avait commencé, avait dit que cette guerre-là, n'est-ce pas, il va la gagner, soit par la force, soit par la négociation. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui que l'histoire est en train de lui donner raison. Donc l'Europe, si elle est vraiment sage et objective, elle doit chercher les conditions de négociation et éviter de créer
davantage les conditions qui risquent d'amener Vladimir Poutine à faire cette fois-ci une attaque frontale contre l'Europe. Parce que depuis que cette guerre-là a commencé, Vladimir Poutine n'a pas encore frappé au sens stratégique du terme. C'est-à-dire, il récupère certaines régions stratégiques, mais il n'a pas encore déployé son arsenal militaire au sens stratégique du terme. Donc maintenant que cette Europe-là se montre de plus en plus téméraire à tenir à cette guerre, malgré le fait que les États-Unis se soient retirés de cette alliance, ça peut amener Vladimir Poutine à frapper définitivement pour mettre en difficulté cette Europe-là. Et c'est pour cela que Donald Trump a parlé de plus en plus des risques de la création, n'est-ce pas, d'une troisième guerre mondiale. Parce que si l'Europe se montre téméraire à travers ce que le président Zelensky a démontré lors de sa rencontre avec Donald Trump, ça risque d'amener Vladimir Poutine à utiliser des armes qui risquent de déclencher la troisième guerre mondiale. Parce que cette fois-ci, les interventions de Vladimir Poutine ne seront pas seulement réduites, n'est-ce pas, dans cette seule zone géographique ukrainienne. D'accord? Vladimir Poutine va comprendre que ce n'est plus l'Ukraine qui est sur le terrain. Il va chercher donc à attaquer ceux qui poussent l'Ukraine à faire la guerre. C'est-à-dire attaquer frontalement les puissances de l'Union européenne. C'est-à-dire attaquer la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Et là, vous voyez donc que ça ne sera plus une guerre spécifiquement russo-ukrainienne comme on le voit, mais ça va dépasser cette entité-là pour revertir un stade international, voire mondial. Et vous savez que c'est comme ça que ça a commencé avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça a d'abord été une affaire spécifiquement européenne. C'est la gestion, n'est-ce pas, de cette crise-là par les acteurs qui l'a internationalisée et qui a fait en sorte qu'elle devienne mondiale. Donc nous sommes en train de vivre un contexte et les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour revivre cette histoire. Or, il n'est plus de notre intérêt de faire la troisième guerre mondiale. Parce que lorsqu'on voit les enjeux, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, les conséquences sur le terrain, on doit être sage et comprendre qu'on peut anticiper et créer les conditions de paix. C'est pour cela que Trump n'a cessé de dire qu'en Ukraine, c'est des millions de personnes qui meurent. D'accord? C'est l'hémorragie économique. C'est l'endettement de l'Ukraine. Alors pourquoi vous ne pouvez donc pas voir ces choses-là et comprendre qu'il est important de prendre les raisons, n'est-ce pas, objectives et de créer les conditions pour arrêter cette guerre-là? Parce que la politique, en réalité, on l'a fait, c'est d'abord pour l'humain. On ne fait pas la politique parce qu'on veut de l'argent ou alors parce qu'on veut se faire voir sur le plan international en disant qu'on est fort ou faible. On fait la politique, c'est pour la quiétude de la personne. Or, si cette personne-là devient donc l'élément de tuerie sur le plan international et l'objectif et la finalité de la politique, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'est plus des hommes politiques, mais des animaux politiques. Donc, en réalité, voilà un peu ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'Europe est dans une situation où elle est en train de gesticuler, mais malheureusement, elle n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de tenir sur le terrain. Moi, je pense qu'elle gagnerait à être sage et à construire les conditions de la négociation qui feront en sorte que les accords, n'est-ce pas, post-guerre froide soient respectés. Et en cela, Vladimir Poutine, n'est-ce pas, arrêtera, n'est-ce pas, ses actions sur le terrain et ça va remettre cette zone, n'est-ce pas, dans la situation de quiétude que nous avons toujours connue depuis l'histoire. Junior.